Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Cercle Jean Mermoz en collaboration unique et exclusive qui va se répéter dans le temps avec le Cercle du Guesclin, où nous avons l'immense honneur de recevoir Kilian Schwab. Kilian Schwab, bonjour. Bonsoir Henri, bonsoir Henri, bonsoir à tous. Et donc Kilian Schwab, tu es juriste de formation, fondateur du Cercle du Guesclin et collaborateur actif du Cercle Aristote, notamment à travers les revues. Je ne sais pas si tu as déjà publié sur le site, mais en tout cas, dans les revues Perspective Libre, tu es souvent présent et tu publies beaucoup d'articles sur ton site également, le site du Cercle du Guesclin. Hmm. Donc, le projet de ces vidéos, c'est des vidéos qui se veulent diffracter en 4 petites vidéos autour de la politique intérieure. Doctrinalement parlant aussi, tu vas nous parler de aujourd'hui de la décentralisation, du complot, de l'industrie et également de la société civile et du peuple. Pour cette première partie, nous allons partir sur l'industrie militaire, où Hmm. tu as souvent fait référence sur ton compte Twitter au rapport Vauban et à ces tragiques nouvelles qui nous arrivent de plus en plus sur la mort programmée qu'ils avaient programmée en 2020 et la mort confirmée, c'est le nom du nouveau rapport Vauban, en 2021. Alors justement, je te lance dessus. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce fameux rapport Vauban? Alors le rapport Vauban en fait s'inquiète d'une situation mais qui date de déjà plusieurs années, qui est la disparition progressive par affaiblissement en fait de l'industrie de l'armement française. Alors, il faut le voir plus largement que l'armement et que le dispositif industriel, enfin du moins les capacités de production du pays. Il faut d'abord partir de l'environnement juridico-politique dans lequel nous nous trouvons. Alors, la première chose concerne les militaires, c'est-à-dire le soldat en lui-même. Récemment, donc en juillet 2021, juillet de cette année, la CJE, donc la Cour de justice de l'Union européenne, a rendu un arrêt qui porte une atteinte directe au statut français des militaires. Les militaires français, c'est-à-dire les militaires professionnels, ont, puisque vous savez que la conscription n'existe plus, il reste la réserve, mais c'est autre chose. Les militaires ont un statut qui est particulier, spécial, qui se distingue du droit du travail, donc porté par le Code du travail, qui est surtout le fait des salariés de droit privé, et les statuts de la fonction publique, notamment le statut général de 1982. Et la Cour a considéré qu'il était applicable aux militaires les plafonds d'horaire prévus par les principes du droit du travail, du droit de l'Union européenne, notamment en termes de volume horaire. Et bon, ce qui m'a frappé dans cet arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, et je vais en profiter pour développer là-dessus, parce que c'est un excellent résumé de la position d'une large partie des Européens sur les questions militaires et de défense. La Cour de justice a distingué les activités ordinaires des activités extraordinaires du soldat. Et elle a considéré que les principes du droit du travail européen étaient applicables aux activités ordinaires du soldat et pas aux activités extraordinaires. Alors, quelle est cette distinction? En fait, pour la Cour, l'activité extraordinaire du soldat, c'est son activité en opération de combat, c'est-à-dire en situation de combat, sur le champ de bataille, pour le dire rapidement. Alors que l'activité ordinaire, c'est tout le reste. C'est lorsque le soldat n'est pas engagé. Alors, c'est déjà le cas dans plusieurs pays d'Europe, on va en revenir, notamment pour la Bundeswehr allemande. Et, outre l'atteinte au statut des militaires français, qui, si l'on suit cette décision, va devoir être réformé. Alors, il y a eu une levée de bouclier chez les parlementaires français, mais on verra ce qu'il en sera. En tout cas, c'est l'usage du vocabulaire qui m'intéresse. Parce que cet usage du vocabulaire par la Cour de justice, donc c'est-à-dire ordinaire, extraordinaire, témoigne, selon moi, de la complaisance dans laquelle les institutions européennes et beaucoup d'États membres se trouvent à propos de leur neutralisation géopolitique et stratégique. C'est-à-dire que, en fait, l'Europe a été neutralisée pendant la guerre froide comme étant une zone de non-conflit par excellence, puisque c'était un peu la zone tampon qui sépare, même si elle est lourdement militarisée,
qui sépare les deux grandes puissances de la guerre froide, donc on va dire entre 1945 ou 1947 à partir du blocus de Berlin et la dégradation des relations américano-soviétiques et 1989-1991. Et ce statut de neutralisation s'est maintenu dans le temps, hein, c'est ce qu'on appelle un effet d'hystérèse, c'est-à-dire que la variable qui a provoqué ce phénomène n'est plus, mais le phénomène demeure dans le temps. Et donc pour la Cour, il est extraordinaire pour un soldat, même professionnel, c'est-à-dire un homme qui voue sa vie au combat, enfin, pour résumer, c'est-à-dire à l'entraînement et à la pratique du combat. Pour la Cour, c'est une activité extraordinaire. Et ça témoigne vraiment ça reflète vraiment cette propension à considérer la défense pour de nombreux États européens et pour les institutions de l'Union européenne comme relevant de l'extraordinaire. Donc, c'est-à-dire le soldat comme ne devant pas être engagé sur des fronts. Ce qui déjà est pour l'armée française, qui mine de rien mène de nombreuses OPEX, est assez contradictoire, et qui deuxièmement témoigne vraiment de l'état des armées européennes, qui sont effectivement des armées de supplétifs. Ils sont calés sur l'OTAN d'ailleurs. Oui, c'est ça. Alors l'OTAN est réellement la véritable défense européenne, c'est l'OTAN. C'est-à-dire, en fait, c'est l'armée américaine. Il faut être tout à fait honnête. Le budget de la défense américain, c'est plus de 700 milliards de dollars. Après, il faut toujours aussi savoir que c'est ce qu'explique Laurent Henninger, c'est qu'il y a beaucoup de gadgets. Oui. Ils aiment beaucoup les gadgets. Disons que quand on a autant de moyens que ça, il y a nécessairement des gaspillages, il y a nécessairement aussi des sources d'inefficacité. Ce qui est beaucoup moins le cas d'une armée qui a des moyens beaucoup plus limités, comme la France, où d'ailleurs le soldat français est reconnu pour sa rusticité, sa robustesse et sa capacité à agir, même dans des conditions matérielles vraiment peu favorables, c'est le moins de le dire. Aujourd'hui, on le pousse volontairement là-dedans. Comment ça ? C'est-à-dire qu'il y a une espèce de clochardisation des armées, comme on dit. Oui. Alors, même niveau équipement, il y a des vieux engins qui sont toujours là, ils prennent des vieilles pièces pour. Les témoignages qu'on a, c'est ça. Donc, c'est volontaire. Cette idée de clochardisation, déjà, elle a une cause politique. Parce que le budget de la défense, c'est une variable d'ajustement très pratique. Pourquoi ? Parce que le soldat ne se met pas en grève, le soldat ne manifeste pas. Donc, c'est beaucoup plus simple de baisser le budget de la défense, notamment de tirer sur les équipements, que de porter atteinte au budget d'éducation nationale, au budget des administrations centrales, au budget des collectivités, etc. Donc ça, c'est vrai. Par contre, il faut quand même noter qu'il y a un effort d'augmentation du budget de la défense qui est perceptible depuis la fin du mandat de François Hollande. Et en fait, avec les différents attentats terroristes qui ont endeuillé le pays. Donc ça, c'est la première chose. C'est la vision qu'ont les Européens de leur défense. Une vision de l'extraordinaire. Le conflit est extraordinaire. Ce qui est, pour évidemment une armée, contradictoire. L'armée est censée avant tout prévenir le conflit, notamment en Europe, elle est conçue comme telle, mais toutefois, parce que c'est un instrument de paix aussi, mais c'est une paix armée, c'est-à-dire c'est une paix vigilante. Si tu veux la paix, prépare la guerre, vous connaissez l'expression latine fort connue. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le cadre institutionnel et juridique. L'Union européenne entend, par un projet de directive qui s'appelle donc Corporate Sustainability, qui entend étendre, je dirais, le champ de la transparence. Alors la transparence, c'est un des grands mots à la mode depuis 10 ans. Vous savez que la transparence, c'est la capacité de voir à l'intérieur d'un matériau par le truchement de la lumière. Donc c'est ça la transparence. Un matériau transparent, c'est ça. Et cette transparence vise à rendre accessible à tous, et notamment voire à certains, les données des rapports d'activité, bref, la manière dont fonctionnent certaines administrations, et en l'occurrence comment fonctionne l'armée, et surtout les industries de défense. Cette transparence poursuit un objectif politique, parce qu'on pourrait considérer que la transparence n'est que la prolongation de la démocratie par d'autres moyens. D'une certaine manière, le régime parlementaire s'est formé là-dessus. Le régime parlementaire s'est formé sur le contrôle budgétaire, l'origine c'est ça, voter le budget du pouvoir exécutif, notamment des monarchies.
on vote le budget parce qu'on contrôle la manière dont ce budget va être exécuté. Bon. Mais en l'occurrence, ce n'est pas ça. L'extension du domaine de la transparence permet d'étendre un autre domaine qui est devenu pour des groupes associatifs, des groupes de pression, l'expression même du politique, qui est le domaine de l'indignation. L'indignation comme méthode politique par excellence. L'indignation, c'est quoi? Alors, je prends toujours cet exemple parce qu'il est assez frappant. Pendant de nombreuses années, donc il y a eu pas mal de changements depuis, mais la Birmanie, donc depuis les années 80, est sous un régime militaire. Alors, ça a un peu changé, mais donc une dictature militaire, disons, c'est comme ça, plutôt un régime autoritaire porté par donc des officiers de l'armée birmane. Et la Birmanie suscite très peu en réalité de propos médiatiques. Et puis de temps en temps, pendant quelques jours, quelques semaines parfois, parce qu'il y a eu une manifestation qui a été réprimée dans le sang, ce que personne ne soutient évidemment, hein, on ne parlait plus que de ça. Et donc on faisait monter l'indignation autour du régime birman, allant jusqu'à considérer qu'il faudrait envisager des opérations militaires contre le régime birman. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça avait fait beaucoup jaser quand la Birmanie avait déplacé sa capitale de Rangoon à Naypyidaw, plus au nord, au centre du pays, puisque c'était pour éviter une offensive américaine, notamment après les offensives en Irak et en Afghanistan. Ça avait fait beaucoup jaser, vous vous rendez compte, ce régime qui veut se maintenir en évitant de se faire renverser par une puissance étrangère. Ça avait suscité justement l'indignation. Eh bien, c'est ça. Parce qu'il y a des périodes où on parlait beaucoup de la Birmanie, et après, plus rien. C'est-à-dire que la Birmanie retombait dans l'oubli dans lequel les médias français la placent tout le temps, c'est-à-dire que personne, sauf les gens qui s'intéressent volontairement à la Birmanie, personne ne sait rien de la Birmanie par ailleurs. Et donc, c'est ça le domaine de l'indignation. Et pour les associations, les groupes de pression, l'indignation, c'est une méthode politique qui passe par le naming and shaming, c'est-à-dire montrer, révéler et humilier. Regardez les méchants, ils vendent des armes à des méchants, c'est-à-dire ils vendent des joujoux pour faire le mal à des méchants. Donc, ce sont des méchants. Hein, voilà. Je résume et je caricature à peine. Cette extension du domaine de l'indignation est pour ces groupes de pression un moyen de moraliser, vous voulez, en tout cas c'est présenté comme tel, l'industrie de l'armement européenne qui, mais grand Dieu, vend des armes à l'Arabie Saoudite, par exemple. Et c'est vrai que la France vend beaucoup d'armes à l'Arabie Saoudite, qui, il faut le dire, est un grand acheteur, puisque son budget de la défense augmente régulièrement et est considérable. Il est devenu supérieur au budget de la défense français. Hein. Il y avait l'affaire Lafarge à ce propos. Ah, il y a eu l'affaire Lafarge, c'était en Syrie. Oui, alors ça fait partie du même milieu, c'est-à-dire qu'en fait, les affaires qui sont menées par de grandes entreprises européennes sont vues comme nécessairement source de corruption et source de, disons, Nuisance. non pas de nuisance en tant que telle, mais c'est plutôt que ce sont les soutiens nécessaires des régimes les plus autoritaires hein, pour gagner, pour faire du bénéfice, en fait. Que la poursuite de ce bénéfice est nécessairement mauvais parce qu'il est entaché par le co-contractant de ces entreprises, par la nature hein, nécessairement mauvaise du co-contractant de ces entreprises. Bon, je ne défends pas les régimes autoritaires, ce n'est pas mon propos. Mon propos est de dire qu'en faisant cela, on restreint bien évidemment les capacités d'exportation, notamment d'une industrie de l'armement, qui, on va y revenir, ne peut plus vivre sans ces exportations. Et dans tous les cas, c'est avant tout c'est à l'État de prendre la décision ou non d'exporter ce type d'équipement en collaboration avec les industriels en question. Ce n'est pas à une association ou à une autre. Vous comprenez? L'idée, c'est que, en étendant le régime de cette indignation, qui est sélective, on ne voit plus ce qui sous-tend l'industrie de l'armement, c'est-à-dire, en l'occurrence, fournir les moyens d'assurer la défense du pays, pour nous, ou pour les autres d'ailleurs. Et je disais indignation sélective, parce qu'elle est tout à fait sélective. Ces mêmes associations ne viennent pas pleurnicher dès qu'il s'agit de fournir des subsides européens à des associations proches des frères musulmans en Europe. Vous voyez? Oui, puis il y a même l'affaire avec Paul Kagame, c'est à peu près pareil.
C'est-à-dire qu'il y a une indignation sélective, même dans les Balkans. Ce qui s'est passé dans les Balkans, personne n'a jamais pleuré les Serbes. Pourtant, c'était légitime. Oui, c'est toujours sélectif. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qui est frappant, c'est que derrière l'apparat de la bienséance et de la bonté, ces associations qui démontrent définitivement que la fable de la neutralité axiologique n'existe pas, et d'ailleurs n'a jamais été défendue par les penseurs libéraux. Hein. Je veux dire que les mêmes personnes qui défendent la neutralité axiologique viennent en citer Adam Smith. Je vous rappelle que Adam Smith a certes écrit discours sur l'origine de la discours sur les inégalités parmi les nations, non? Non, ça c'est Rousseau. Discours sur l'origine des inégalités parmi les hommes, c'est Rousseau. C'est sur la richesse des nations. La richesse des nations, merci. Donc Adam Smith, donc 1776. Et il a écrit un autre livre qui est La théorie des sentiments moraux. Donc vous voyez, un auteur qui en l'occurrence est galvaudé au dernier degré, n'a jamais séparé son œuvre, disons, politico-économique d'une œuvre morale. Donc la neutralité axiologique a toujours été, en tout cas chez les penseurs libéraux, une fable. Mais elle est portée au nu généralement comme étant une des assises de notre société, à travers la phrase que je déteste particulièrement, qui est « chacun sa morale », par exemple. Bon, parenthèse fermée. Donc voilà, ça c'était pour l'indignation. Et ça va plus loin, parce que, et là c'est porté par les Verts qui vont rejoindre une coalition en Allemagne, donc les Verts allemands, les Grünen, avec les libéraux, donc le FDP, qui ne veut pas dire fils de pute, et les sociodémocrates, donc le SPD, le Parti social-démocrate allemand. Les Verts allemands portent un projet de restriction encore plus importante des exportations d'armement en dehors de l'Union européenne, et sinon, pour celles qui sont permises, d'un contrôle des institutions européennes sur ces exportations d'armement. C'est-à-dire qu'en fait, il deviendra interdit pour certains armements d'exporter en dehors de l'Union européenne, puisque bien sûr tous les États de l'Union européenne sont gentils, vous avez compris, probablement aussi les États-Unis, même s'ils n'achètent pas nos armes de toute façon, alors qu'à l'inverse, nos relations internationales seront grévées par ce dispositif, et pour celles qui sont autorisées, pour les exportations qui sont autorisées, l'Union européenne aura le droit de mettre son nez dedans. Donc c'est une atteinte directe à notre diplomatie, à nos relations étrangères et à notre système de défense, et à la soutenabilité de notre système de défense et de notre industrie de défense. Donc là, à travers ce projet qui a des atours moraux et économiques, on atteint profondément à la souveraineté de l'État en atteignant son moyen de puissance par excellence, en touchant à l'un des deux piliers de la constitution des États en Europe, c'est-à-dire l'armée. Puisqu'effectivement, la constitution d'une armée permanente et la perception des moyens, c'est-à-dire l'impôt, qui permettent de lever et de maintenir cette armée, sont à la source de la constitution des États européens. Bon, voilà, on le voit très bien, par exemple, sous le règne de Charles V en France, avec le train d'artillerie de Jean Bureau, etc. Tout ça, c'est... Et d'ailleurs, c'est vieux. Hein. L'idée de l'importante, je dirais, la concaténation entre les intérêts de l'État et une industrie ou une proto-industrie de l'armement, on l'a vu encore très tôt avec les canons. Donc en fait, il y a un lien indéfectible entre l'industrie de défense et l'intérêt de l'État. Et le fait de laisser l'Union européenne contrôler ou interdire ce type d'exportation est une démarche visant à fédéraliser davantage l'Union européenne et en fait à fermer ce fédéralisme. C'est un coup à la Sherman de la part des Verts. Bon, l'Allemagne, dans tout ça, a une opportunité à saisir. L'armée allemande est déjà... Bon, c'est une armée d'opérette. Hein, bon. Ouais. Mais l'armée allemande a déjà ce régime, suit déjà le régime européen du droit du travail. Et par ailleurs, l'industrie de défense allemande est conséquente, contrairement à ce que son statut de grand défait de la Seconde Guerre mondiale pourrait laisser penser. Alors on l'a vu dans l'affaire en Australie, souvenez-vous, c'était il y a peu, Thyssen, donc un des grands sidérurgistes historiques de l'Allemagne, avec Krupp, qui a depuis été absorbé par Thyssen, avait un intérêt tout à fait direct dans l'affaire. Pourquoi ? Parce qu'en mettant en difficulté Naval Group, Thyssen
affaiblit son principal concurrent en Europe, puisque Thyssen est un grand fabricant de sous-marins à propulsion diesel électrique. Par exemple, la marine grecque et la marine turque ont les mêmes modèles de sous-marins, qui sont des modèles allemands. Et l'Allemagne a aussi d'autres industries qui sont ou concurrentes ou qu'elle espère développer et qu'elle n'a pas, et donc qu'elle espère nous prendre. On va être, voilà, il faut être précis. Le projet de blindé franco-allemand vise pour l'Allemagne à régler un problème qui est l'existence du char Leclerc. Puisque l'Allemagne a son propre char de bataille principal, qui est le Léopard. Bon, d'ailleurs, au passage, il va falloir qu'ils arrêtent avec les noms de félins parce qu'il ne va plus en avoir. Ils ont déjà consommé quasiment tous les noms de félins pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein. Donc là, il ne leur restait plus que Léopard. Je ne sais pas ce qu'ils vont après trouver. Bon, il y a l'Oslo aussi, mais l'Oslo, c'est un hélicoptère déjà. Donc, je ne sais pas ce qu'ils vont trouver, mais enfin, toujours est-il que pour eux, le Leclerc est un concurrent. Donc, il faut trouver un moyen de dissoudre cette concurrence. Et le moyen qu'a trouvé l'Allemagne sur ce point, c'est de fusionner les activités de fabrication de blindés françaises et allemandes. Pareil pour le SCAF. Le SCAF est un problème parce que Dassault est un concurrent pour l'Eurofighter, avec le Rafale, alors que l'Allemagne, elle, n'a pas son propre chasseur ou son propre avion de combat national. Le SCAF va lui permettre de l'avoir. Et alors même qu'elle fait ça et qu'elle prétend participer à la grande communion des intérêts européens. Au milieu des saints. Le comment ? La grande communion des saints. La grande communion des saints, voilà. Alors, c'est vrai qu'en plus, je veux dire, l'Allemagne s'y connaît en matière de saints. Elle en a eu, en termes de bonté et de bienveillance, elle l'a montré au XXe siècle, elle en était capable. Donc, je veux dire, les grands méchants, ça la connaît. Et donc, c'est pour ça peut-être que c'est une prévention, disons, c'est une prévention naturelle, hein, c'est presque un réflexe. Hein, elle détecte les méchants à vue. Et donc, l'Allemagne, par exemple, sur le programme Ariane, l'Allemagne a réussi à obtenir la délocalisation d'une partie de la production des moteurs Ariane en Allemagne, alors même qu'elle poursuit par ailleurs son propre système, son propre projet spatial sur son sol, tout en délaissant le site de lancement de Kourou, qui est en France. Donc en fait, l'Allemagne fait quoi ? Elle poursuit ses intérêts nationaux, elle conduit des rapports de force internationaux, et les gouvernants français, BA, eh bien, disent oui à tout, puisque eux sont portés par une illusion et un rêve inatteignable d'unité ou de solidarité européenne qui n'existe pas, et on le voit tous les jours. On le voit tous les jours. Tout ce qui va se passer, c'est que l'Allemagne va nous faire les poches. Et pour finir sur ce point, notre industrie de l'armement est devenue dépendante de l'exportation. Pourquoi ? Parce que le marché national, c'est-à-dire notre armée, n'émet plus de commandes suffisantes pour assurer une production qui permette de rendre rentable ou au moins qui permette de couvrir les coûts de la production nationale, notamment par une économie d'échelle, etc. Bon, donc il est nécessaire pour notre industrie de l'exporter, que ce soit pour le Rafale, mais que ce soit aussi par ailleurs pour les sous-marins. Je vous rappelle que le sous-marin, donc, qui devait être vendu à l'Australie, le modèle, c'est le modèle du Barracuda, qui est en fait un modèle à propulsion nucléaire qui avait été modifié pour l'occasion pour accueillir un système diesel électrique, à propulsion diesel électrique, pour être vendu à l'Australie comme tel. Puisque l'Australie a une histoire d'opposition à tout programme nucléaire. Bon, apparemment, elle s'est totalement assise dessus, puisque... Comment ? Elle s'est accommodée. Oui, elle s'est accommodée. Disons que quand on se prend le département d'État américain, on s'accommode assez facilement de pas mal de choses. Non, mais c'est vrai qu'ils sont assez forts pour ça. Non, parce que bon, c'est pas un enjeu industriel pour les États-Unis. C'est même probablement un coût, puisqu'il va falloir construire les sous-marins. Il y a de fortes chances que ce soit effectivement des classes Virginia, c'est-à-dire des sous-marins de conception américaine. Mais il va falloir les entretenir aussi. Donc tout ça, c'est un contrat à long terme, mais ce n'est pas forcément un intérêt économique. Pour les États-Unis, c'est une manière d'assurer sa mainmise sur le sud du Pacifique. Et en fait, de transformer littéralement la marine australienne en marine auxiliaire. Parce que bon,
l'Australie n'obtiendra donc que 6 sous-marins au lieu de 8 pour remplacer ces sous-marins qui sont vieillissants. Elle ne les obtiendra que d'ici 2040, alors que le premier, donc Barracuda modifié, devait être mis à l'eau ou opérationnel d'ici 2030. Et de toute façon, là, on parle de 6 sous-marins. Donc, vu la taille de l'Australie et vu les enjeux géopolitiques qu'il y a dans la région, vis-à-vis notamment de la Chine, notamment dans le détroit de Formose, c'est pas avec les 6 sous-marins australiens que ça va changer grand-chose. On va être très honnête. L'objectif, c'est de court-circuiter la diplomatie française qui faisait de l'Australie, avec le Japon et l'Inde, le pivot de sa stratégie dans le Pacifique, pour la remplacer par la NKUS, donc cette nouvelle alliance, avec le Royaume-Uni. Et je voudrais revenir pour finir sur le Royaume-Uni, c'est que pour l'Union européenne, le Brexit est une opportunité sur le plan de la défense. Parce que, oui, le Royaume-Uni est un membre extrêmement solide de l'OTAN, c'est-à-dire que le Royaume-Uni n'a pas du tout l'intention de quitter l'OTAN. Mais ce n'est pas parce que c'était un pays membre de l'Union européenne, c'est parce que c'était, et c'est toujours, le partenaire privilégié des États-Unis. Et c'est vieux. En fait, les relations américano-britanniques se réchauffent depuis, enfin, sont en apaisement depuis la guerre d'indépendance à partir de 1820-1830. Alors on m'opposera que oui, il y a eu des plans de guerre des États-Unis contre le Royaume-Uni, je pense au War Plan Red, qui était destiné effectivement à des actions militaires contre le Royaume-Uni de la part des États-Unis, notamment une invasion du Canada qui s'appelait War Plan Crimson. Mais toutefois, c'est pas propre au Royaume-Uni, ça. C'est-à-dire que ce plan de guerre, donc parenthèse, s'inscrivait dans une série de plans qui s'appelle les Color Coded War Plans, c'est-à-dire les plans de guerre code couleur ou les plans de guerre colorés. Et il y en avait d'autres. Il y avait le War Plan Black contre l'Allemagne, War Plan Yellow contre la Chine, War Plan Orange contre le Japon, mais aussi, par exemple, le War Plan Gold contre la France. On mérite l'or quand même. Oui, on mérite l'or, oui, c'est vrai. Non, mais c'est pour ça que je termine toujours par ça. Bon, ça nous concerne et quand même, on a le droit à l'or, tu vois. C'est en quelle année, ça? Alors ça, c'est au cours du XXe siècle. C'est à partir de, surtout à partir du mandat de Theodore Roosevelt, donc pas Franklin, hein, le premier. Donc au début du XXe siècle, avec la sortie des États-Unis de leur continent, la grande politique en matière de développement naval qu'ils mènent, la guerre contre l'Espagne en 1898 évidemment. Et donc ces plans ont avant tout pour objectif de s'assurer que les puissances européennes ne puissent pas plus mettre leur nez dans les affaires américaines. Parce qu'il y en a d'autres, hein, des plans comme ça. Il y a aussi par exemple le War Plan Purple, qui était destiné à une intervention en Amérique centrale. Et d'ailleurs, le War Plan Gold contre la France est surtout destiné à prendre possession des Caraïbes françaises en cas de retournement de la France ou d'effondrement de la France, hein, on the verge of collapsing, comme disent les Américains. Et pareil dans le Pacifique contre le Japon et la Chine. En fait, le but, c'est de sanctuariser le territoire américain et plus largement le continent américain. Après, ce sera décliné hein, pendant la Seconde Guerre mondiale. On verra se développer d'autres types de plans qu'on appelle les Rainbow War Plans, donc les plans de guerre arc-en-ciel, avec donc selon les différentes couches de l'arc-en-ciel, différents positionnements des États-Unis vis-à-vis de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, en fonction des intérêts américains au moment où l'on parle, enfin, au moment où le plan aura été lancé. Donc voilà, c'est pour l'industrie de l'armement, un peu un panorama, je dirais, de notre situation qui est précaire. Hein, il faut se l'avouer. C'est ce que dit Vauban. Hein. Le rapport Vauban, c'est quand même assez dramatique parce qu'en 2020, ils disent voilà, la mort programmée. Et puis là, c'est la mort confirmée. Confirmée. Oui, parce qu'en fait, il ne nous restera plus rien. C'est-à-dire que le fusil d'assaut, c'est allemand. Le blindé, ça va passer du franco-allemand, donc ce sera en fait de l'allemand. Enfin, franco, il va y avoir probablement d'autres pays qui vont s'y joindre. Donc le SCAF, c'est avec l'Allemagne et l'Espagne. Bon, en réalité, on sait ce qu'il va en devenir. Donc il ne restera plus grand-chose, oui. D'autant plus qu'après, il reste tous les véhicules de support d'infanterie, les véhicules de transport blindés, les véhicules donc d'infanterie mécanisée, c'est-à-dire qui soutiennent l'infanterie sur le terrain, à la place d'autrefois les blindés de soutien de l'infanterie qui existaient jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, chez nous, le H-35. Donc oui, en fait. Et le problème ici, c'est pas tellement un problème industriel, même si effectivement ça représente beaucoup d'emplois.
et donc de la précarité, il faut quand même le dire, des ouvriers au chômage. Mais c'est en termes d'indépendance nationale et de moyens de puissance détenus par le pays. Une industrie de la défense entre les mains d'une puissance étrangère, c'est l'assurance de pouvoir être paralysé si le besoin s'en fait sentir. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, qu'il ne faut pas qu'il y ait de pièces américaines dans vos dispositifs d'armement. C'est pour une bonne raison. C'est que, en termes d'approvisionnement, en termes de contrôle de la maintenance, ça n'est pas possible. Alors là, effectivement, on nous dit que de toute façon, c'est entre les mains de puissances européennes, donc c'est des gentils. Ouais. Hein. C'est des amis. C'est pas grave. Ouais. On a vu. Disons qu'en plus, la France a une tradition, les plans blancs français sont généralement tournés pour pouvoir s'adapter à n'importe quelle menace, quelle qu'elle soit. Et notre armée est entraînée, équipée et mobilisée pour ça. À partir du moment où on considère qu'il y a des puissances avec lesquelles nous ne pouvons pas entrer en conflit, même si effectivement ce conflit est peu probable, la probabilité existe. Ou au moins la probabilité que les relations se refroidissent tellement que notre approvisionnement devienne impossible. Donc notre armée se retrouve à nu. Voilà. Alors ensuite, en termes d'enjeux industriels, ça représente quoi? Ça dépend. Il y a des technologies très éprouvées pour lesquelles la filière est facile à relancer. Je pense au fusil d'assaut, qui est une technologie qui est tout sauf jeune. Ça date de la fin des années 30 et le début de la massification du fusil d'assaut, c'est à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Plutôt que le fusil à répétition, vous savez, par la culasse, qui était répandu avant. Mais pour d'autres, c'est beaucoup plus complexe. Si nous perdons les savoir-faire, parce que c'est ça, c'est-à-dire les hommes, pour faire que ce soit des avions de très haute technologie, que ce soit en termes spatial, avec les enjeux qui entourent l'espace atmosphérique, que ce soit les blindés, sachant que les blindés aujourd'hui sont bourrés de technologie, hein. C'est pas un Panzer III, hein. C'est pas un bunker avec un canon et des chenilles, c'est beaucoup plus que ça. Mais ça leur a servi aux Soviétiques, pour l'exemple de la technologie. Les Soviétiques, ce qu'explique Laurent Henninger, ça leur a servi pendant la Seconde Guerre mondiale d'avoir des trucs, des espèces de mastoc qui sortaient de l'usine et paf, paf, alors que les Allemands, ils avaient des chars hyper technologisés. C'est ça. Alors, les blindés allemands étaient très lourds en termes de maintenance pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça d'ailleurs qu'à partir de 1942, ils orientent davantage leur production vers le canon automoteur, comme les Stuka 3, qui sont beaucoup moins coûteux déjà, hein, en termes de ressources notamment, dans une Allemagne qui est totalement sous embargo et qui a très peu de ressources naturelles, mais aussi parce que là maintenant c'est plus simple par rapport aux Panzer IV, les Panzer V, les Panther et puis les Panzer VI Tiger, qui sont effectivement beaucoup plus lourds et beaucoup plus coûteux. Alors que les Soviétiques, eux, bon, oui, le T-34 est très rustique, mais ça s'avérait d'ailleurs d'un meilleur blindage au début, donc lors de l'opération Barbarossa, même si les T-34 sont encore relativement peu nombreux, parce que, en raison de leur, c'est pas le sujet là, mais en raison de leur blindage incliné, alors que les Allemands ont encore un blindage à angle droit. Mais bon, mais nous aussi, on a connu en 1940, hein, on a connu tel déconvenu, le B1 bis, qui est très connu en France pour effectivement avoir été un monstre, et c'était un monstre indestructible par tous les canons anti-chars allemands, à tel point que c'est le B1 bis qui a donné aux Allemands l'idée de transformer le canon de 88 anti-aérien en canon anti-char, mais le B1 bis était extrêmement coûteux en maintenance, comme d'ailleurs le Somu S-35 qui était coûteux à la fabrication et coûteux à la maintenance. Mais aujourd'hui, un blindé, oui, c'est coûteux en termes de maintenance. Oui. C'est tout ce que tu... Oui, pour oui. le plan industriel. De toute façon, on y reviendra par la suite.